Voilà, donc le sujet du jour, ce sont les fonctionnalités et les nouveaux produits de la suite Panorama. Donc tout d'abord l'agenda du jour, on va vous présenter le positionnement des différents produits, Panorama Com, Panorama Historian et Panorama E2. La présentation sera axée principalement sur Panorama Com et Panorama Historian. Nous avons déjà fait beaucoup de présentations sur Panorama E2. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons comment on peut mettre en œuvre les différentes fonctionnalités qui ont été illustrées dans la première partie. On passera donc par une description rapide de l'environnement de développement Panorama Studio et puis à une démo. Enfin, en conclusion, nous reverrons rapidement les points abordés et nous passerons à vos questions si vous en avez. Donc pour cette présentation du jour, il n'y a aucun prérequis réellement nécessaire. Nous verrons directement les détails techniques dans une petite présentation sur l'environnement de développement Panorama. Sachez bien sûr que si vous connaissez les outils Panorama E2, vous serez un petit peu avantagé sur la compréhension et l'utilisation des outils pour Panorama Com et pour Panorama Historian. Cependant, il se pourrait que je fasse parfois des petits raccourcis explicatifs sur des notions en m'appuyant sur des expressions Panorama E2. N'hésitez pas à poser la question si ce n'est pas clair. Et aussi, concernant la partie présentation de rapport, je serai assez court dans la partie historienne, qui a déjà eu un web séminaire à ce sujet. Donc très brièvement, la présentation et le positionnement de la nouvelle offre Panorama Suite. Donc aujourd'hui, on vous propose une offre articulée autour des 3 logiciels aux thématiques complémentaires. Sur la partie, on va dire, acquisition, sur laquelle on va trouver l'outil Panorama Com, avec la particularité de pouvoir télégérer des équipements et des modems. Le deuxième produit, Panorama E2, Panorama déjà bien présent sur le marché, que nombre d'entre vous connaissent déjà. Donc on ne va pas particulièrement détailler cette présentation sur ce produit aujourd'hui. C'est un outil de supervision au sens large, avec des fonctionnalités de MES, une grande ouverture de produits qui peut parfois être utilisé en tant que système d'information ou hyperviseur. Et le troisième produit, Panorama H2 ou Historian, c'est un outil de reporting et d'analyse et aussi un outil de stockage longue durée de données. Donc tout d'abord, une présentation rapide de l'outil Panorama Com. Panorama Com est donc un frontal de télégestion et d'acquisition de données. Il va publier des informations, on verra entre autres au format OPC, qui permet de piloter les communications et les modems. Il a aussi une fonctionnalité de autosurveillance, principalement sur ses fonctionnalités et sur les modèles qu'il pilote. On va voir qu'un de ses avantages, c'est les outils de calcul et de traitement et de script et de programmation horaire qui sont disponibles et qui le rendent particulièrement autonome dans son exploitation. On va retrouver ce produit sur des utilisations locales ou télégérées. En télégestion, on va retrouver par exemple ce produit dans l'eau avec la télégestion de stations de relevage ou de stations d'épuration. Et par exemple aussi en transport et distribution sur de l'électricité ou sur du gaz. Et dans des applications par exemple de transport, on pourrait le retrouver sur la surveillance et le pilotage d'alimentation de lignes électriques sur les voies ferrées. Voici le principe de fonctionnement de Panorama Com. Panorama Com donc a 2 thématiques, une thématique orientée équipements locaux et une thématique orientée télégestion de sites distants. Donc en local, on va retrouver des protocoles filaires classiques sur des liaisons IP ou séries. Et pour tout ce qui va être site distant, on va souvent s'appuyer sur des équipements de communication type modem RTC, modem GPRS, modem SMS et parfois des équipements radio sur des sites assez particuliers. La particularité donc de Panorama Com sur la partie télégestion, c'est une gestion automatisée des modems. On va retrouver donc des regroupements d'équipements de communication au sein de pools de modems. Ils vont être utilisés selon leur configuration, leur disponibilité, privilégier certaines communications, le coût de communication ou la durée des communications, mais aussi la partie redondance des équipements. Lorsque un équipement est indisponible pour X ou Y raison, on va pouvoir s'appuyer sur un autre modem et éventuellement sur un autre type de communication pour aller accéder à des sites distants. Donc,
par exemple, une liaison IP permanente avec en secours une communication en réseau téléphonique classique. Et c'est de manière complètement transparente pour l'application Panoramacom et pour les applications de niveau supérieur. C'est ce qui sera illustré dans notre démonstration tout à l'heure. Ensuite, les protocoles qui sont gérés directement nativement par Panoramacom, on va retrouver donc des protocoles relativement classiques, du Modbus, que ce soit en local ou en télégéré, des équipements de type Sofrel, Perax, Iginus, des petits nouveaux aussi, vite, qui sont des équipements plus récents. Et en local, on va retrouver donc ce protocole Modbus directement piloté sur un Modbus IP ou sur un Modbus série, le protocole BACnet, le protocole SNMP, les protocoles additionnels, ou un protocole, manière de communiquer, on va dire, supplémentaire. On peut faire bien sûr des pings sur des équipements LP et des communications et des connexions à des serveurs FTP en récupérant des fichiers, en uploadant d'autres fichiers avec la création et la suppression de répertoire. Donc une interface complète. Comme on l'illustrera dans la partie démonstration tout à l'heure, on peut importer des configurations d'équipements BACnet et d'équipements Sofrel directement dans l'application Panoramacom à travers de fichiers de configuration ou de découverte de réseau. Ensuite, une fois que les données sont dans Panoramacom, on va pouvoir les publier sur les systèmes de niveau supérieur, principalement donc des systèmes de supervision, sous différents formats, au travers de normes OPC-DA, OPC-UA et au format SNMP. En plus de la publication donc, de données qui proviennent des différents sites distants et locaux qui sont gérés, vous avez la possibilité d'ajouter des publications de données concernant par exemple les statistiques sur les modems, sur leur fonctionnement, sur leur disponibilité. Vous pouvez aussi construire et agencer des calculs qui permettent aussi de publier un résultat au travers de la fonction formule de Panorama, au travers de script Panorama. Notez aussi que pour la publication de données au format SNMP, nous reprenons les outils qui sont déjà disponibles en Panorama E2 pour Panoramacom, qui sont par exemple des outils de génération de MIB, donc de liste de propriétés publiées par le serveur Panorama au format SNMP. De manière synthétique, voici un slide qui présente les grandes lignes des fonctionnalités dites intelligentes de Panoramacom. Vous avez donc la présence d'outils de calcul et de scripts qui vous permettent une grande latitude et une grande liberté de construction d'applications. La partie autosurveillance et statistique sur les modems qui vous permettent de connaître l'état de fonctionnement et les consommations de communication téléphonique, par exemple, sur vos équipements. Toute la partie programmation horaire vous permet de planifier, par exemple, des appels cycliques et donc de ne pas dépendre du système de supervision et de pilotage de niveau supérieur pour pouvoir piloter vos propres acquisitions sur Panoramacom. Sachez que la fonctionnalité classe utilisateur que vous pouvez connaître si vous connaissez déjà Panorama E2 est entièrement disponible dans l'outil Panoramacom. C'est la possibilité d'ajouter des développements spécifiques à Panorama pour des utilisations particulières. Il y a d'ailleurs eu une présentation, un précédent web séminaire sur ce sujet, je vous invite à le consulter. Voilà ce qu'il en est pour Panoramacom. Le deuxième produit nouveau que nous souhaitons vous proposer aujourd'hui, c'est l'outil Panorama Historian, donc orienté, temps différé, particulièrement capable de stocker de grands volumes d'informations en base de données, afin de vous présenter des informations synthétiques, d'améliorer les systèmes et de prendre de bonnes décisions basées sur des analyses documentées dans l'exploitation de vos installations. Concrètement, Panorama Historian s'appuie sur une base de données SQL qui vous permet de collecter, historiser, exploiter et partager vos données. L'utilisation donc s'oriente sur une centralisation de données en provenance d'un ou plusieurs systèmes. Vous pouvez avoir plusieurs acquisitions Panorama Historian pour un serveur Historian qui proviennent par exemple de données au format OPC-UA, au format OPC-DA, au travers d'un outil comme Panoramacom, de manière synergie ou de manière séparée, de même pour des applications au format Panorama E2. Sachez que vous pouvez faire acquérir des données d'archives au format Panorama E2, mais aussi au format Panorama P2 pour les personnes qui utilisent nos outils de supervision. Plusieurs traitements sont effectués au travers de notre serveur Panorama Historian qui va effectuer des stockages. On verra par la suite comment cela est réalisé. On peut historiser des données sur de grandes durées, effectuer des calculs et des bilans statistiques sur différentes natures de données.
On peut reprendre aussi des alarmes de type panorama E2 et présenter la valeur courante ou la dernière valeur reçue par le système au travers de l'interface, par exemple SQL, qui est disponible sur la partie consultation. Les outils de consultation sont composés d'un portail web qui s'appuie sur les outils Reporting Services de Microsoft, qui vous permet de publier, consulter, modifier, vous abonner à différents rapports. On verra quelques illustrations à la fin de la présentation. Directement au format OPC UA-HA, donc Historian pour le H, qui vous permet d'aller lire des données historisées au format OPC. Et bien sûr, le format SQL qui vous donne un libre accès à l'intégralité de la base de données en consultation pour des outils que vous pourriez utiliser habituellement, par exemple du format Excel ou d'autres formats d'interrogation avec par exemple du VBA ou des applications spécifiques, des installations. Concrètement, la fonctionnalité collectée de Panorama Historian permet de faire de l'acquisition en temps réel de données OPC et UA sous différents formats. Vous pouvez donc aussi faire de l'acquisition temps réel de données Panoramacom et de Panorama E2, et éventuellement donc d'alarme Panorama E2. Vous pouvez faire une collecte périodique d'archives Panorama E2 et P2 existantes, ce sur un ou plusieurs sites, vers un ou plusieurs serveurs Historian. Pour tout ce qui est données acquises, donc temps réel, OPCDA, UA-COM et E2, vous pouvez faire une correction et une mise à l'échelle directement de ces données, effectuer des calculs et des combinaisons au travers d'objets formules Panorama pour ceux qui connaissent, et des traitements non linéaires au travers de scripts, avant même de placer cette donnée dans le serveur d'historisation de Panorama Historian. Un point important pour profiter pleinement des fonctionnalités de Panorama Historian, il faut construire, équiper votre application Panorama Historian d'un certain nombre d'identifications et de catégorisation, comme on va le voir sur ce slide. Habituellement, lorsque vous avez une donnée, elle a une valeur clé qui est la valeur de cette donnée, mais aussi sa partie identification, qui est propre la plupart du temps au serveur OPC ou au serveur d'acquisition. Eh bien, dans Panorama Historian, vous avez besoin aussi de cette identification de base que vous pouvez reprendre de manière simple ou de manière plus élaborée. Mais avant tout, cet étiquetage de données Panorama Historian vous permet aussi de classifier ces informations pour des analyses aussi bien horizontales que verticales, que structurées, voire croisées. Donc la plupart du temps, l'identification que vous allez associer à votre donnée historienne, elle va reprendre l'identification, l'arborescence de vos données en provenance de votre serveur. Le type de données va vous permettre de faire certains types de traitements. On ne va pas avoir le même calcul statistique sur des données binaires, par exemple, que sur des données analogiques. Sur des données binaires, on va avoir des calculs sur des temps de fonctionnement, des durées de présence, le nombre de démarrages, le nombre de passages à zéro. Tandis que sur des données analogiques, on va chercher plutôt à avoir des statistiques de type valeur minimum, maximum, moyenne. Troisième notion d'étiquetage sur Panorama Historian, qui est aussi importante, c'est la catégorisation. De placer une donnée qui va être en lien avec de la maintenance ou avec une consommation électrique. Principalement, ça va vous servir à savoir dans quel rapport vous allez placer cette donnée. Vous pouvez aussi, bien sûr, croiser les catégories de données, faire des données de maintenance et de consommation. Habituellement, les items que vous allez importer dans le serveur Panorama Historian existent dans un serveur OPC ou dans une application Panorama avec une organisation, une arborescence. Vous pouvez reprendre exactement cette organisation dans l'application Panorama Historian ou la biaiser légèrement pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de Panorama Historian sur les outils de nommage de renseignement automatique de propriété. Ce sera un détail que nous verrons dans la partie démonstration. De la même manière, si on s'appuie sur une structure existante ou très similaire d'une application Panorama E2 pour construire l'intégralité des étiquettes Panorama Historian. Ainsi, la construction ou l'identification de ces données directement dans Panorama E2 et ou dans Panoramacom vous permet, vous affranchit de la construction de certaines étiquettes du côté de Panorama Historian, surtout si vous travaillez en synergie avec une fonctionnalité Panorama E2 et une fonctionnalité Historian sur la même machine. Et vous profitez bien sûr de toutes les fonctionnalités qui sont déjà existantes dans les autres outils Panorama, avec les renseignements automatiques de propriété, les champs de catégorie et la construction au travers de composants ou d'exports.
nous verrons dans la démonstration une utilisation intermédiaire de cette solution. L'intégralité de ces données, bien sûr, vont être disponibles au travers du portail web. Donc, le portail web vous propose un environnement de navigation, de gestion d'utilisateurs, de présentation de rapports, de modification de rapports, de publication ou d'abonnement au rapport, avec quelques bibliothèques de visuels disponibles, la construction facilitée de tableaux, de graphiques et de jauges. Le tout est disponible 100% en ligne ou directement dans un projet Visual Studio. Et l'exécution de ces rapports vous permet de faire des exports au format standard, Excel, PDF, etc. Et vous pouvez aussi d'ailleurs visualiser et exécuter ces rapports directement dans un objet d'exploitation de Panorama E2, donc en fonctionnement dans l'interface de supervision de Panorama E2. Nous allons à présent vous présenter les quelques nouveautés et changements concernant dans un premier temps Panorama E2, car lui aussi a un petit peu évolué. Nous sommes passés d'une version 6 à une version 6.50 avec l'apparition de nouvelles fonctionnalités ou l'amélioration de quelques-unes. Donc j'ai axé cette présentation sur 4 points principaux avec l'ajout d'un nouvel outil de client léger orienté web pour la consultation et l'exploitation des informations de supervision. De nouvelles fonctionnalités sur le GeoSCADA avec de nouveaux marqueurs, de nouvelles performances, le support de nouveaux protocoles, la fusion des objets OpenLayer 2 et OpenLayer 3 pour ceux qui connaissent. Différentes améliorations sur les protocoles d'acquisition. On peut citer par exemple le support de l'objet SNMP de type opaque, des choses très avancées en utilisation SNMP. Le format d'import 2.2 des fichiers LDE pour lister les propriétés de configuration des automates BACnet et l'import automatique. Bien sûr, certains points ont été améliorés, principalement tout ce qui va être lié à l'activation des serveurs, donc le passage d'attente à actif sur les serveurs Panorama, tout ce qui va être la transmission des objets alarmes. Ça va affecter directement le démarrage, l'affichage et l'insertion en base de données des événements et alarmes Panorama. Donc la nouvelle offre Panorama Suite s'articule autour des 3 produits Panorama comme E2 et H2 qui peuvent fonctionner de manière donc indépendante ou en synergie. Sachez que les nouvelles fonctionnalités Panorama Com et Panorama H2 s'appuient sur des fonctionnalités qui étaient déjà existantes sur des produits précédents comme TLM IT et ont été enrichies et rendues autonomes grâce à des fonctionnalités provenant de Panorama E2. Donc vous avez déjà des fonctionnalités qui sont éprouvées, robustes, existantes depuis plusieurs années sur différents produits qui ont été remixées pour donner de l'autonomie à ces produits. Comme ces fonctionnalités sont reprises de fonctionnalités existantes, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités qui sont déjà présentes, de toutes les notions, de tous les avantages, pas forcément de toutes les fonctionnalités, pardon, de toutes les notions et donc avantages de Panorama E2 dans tous les autres produits de la suite Panorama. On peut noter par exemple la structure arborescente des applications, les notions de conception, de renseignement automatique de propriété, de propagation de données. On en a parlé tout à l'heure de plugins et de classes utilisateurs. Vous pouvez aussi gérer tout ce qui va être configuration automatique via l'utilisation de Persist, pour ceux qui connaissent. Toutes des fonctionnalités que vous avez déjà l'habitude d'utiliser avec Panorama E2. Je précise un point supplémentaire, Panorama Studio, c'est l'outil principal de développement de Panorama E2, qui est donc repris avec les outils de Panorama Com et de Panorama Historian, mais sachez aussi qu'il existe de très nombreux petits outils qui gravitent autour de Panorama Studio. Sans tous les citer, on peut retrouver le traceur, l'explorateur d'applications qu'on illustrera tout à l'heure, les outils d'import BACnet, le cryptage d'applications, des outils de diffusion, etc., des outils de recherche dans les applications, etc. Avant de passer à la partie démonstration, je voudrais présenter aux personnes qui ne connaissent pas forcément Panorama Studio et Panorama E2 l'interface de développement de l'outil Panorama Studio pour mieux appréhender la démonstration qu'on va faire juste après. Donc l'interface Panorama Studio est la même pour tous les produits de Panorama, que ce soit comme H2 ou E2. On va avoir sur la partie gauche une partie arborescente qui va représenter tout le contenu de votre application. Sur la partie supérieure, vous pouvez voir qu'on a un petit élément qui s'appelle composants. C'est là qu'on va créer nos composants, donc des agrégations de fonctionnalités que l'on va utiliser
sur la partie inférieure de notre application en tant qu'instance. Donc, on va voir des modèles et des exemplaires. Supérieure droite, la liste des propriétés, donc les informations principales de l'élément qui est sélectionné dans l'arborescence de gauche. Donc, par exemple, j'ai WT soulignement 2, donc ici un exemple d'éolienne, avec sur la partie droite donc les informations principales, donc le libellé de mon éolienne, sa puissance maximale et son état. Sur la partie inférieure, on va retrouver le détail des éléments qui sont dans cette éolienne. Donc on peut créer des composantes de composants qui permettent d'avoir des vues macroscopiques de différents éléments. Donc on voit par exemple qu'une turbine, qu'une éolienne, est composée d'un alternateur, d'un anémomètre, d'un état on-off, d'un export de données, d'un automate et d'un rotor. On peut bien sûr construire tout type de composants que l'on souhaite en fonction des contraintes, mais aussi des informations que vous avez sur vos installations. Je détaillerai deux petits éléments, deux petites suites d'onglets que vous avez en dessous de chaque partie de droite de la partie détail des applications Panorama, qui vous permettent de regrouper sous forme d'onglets et donc de regrouper des propriétés similaires ou identiques de différents objets pour pouvoir les renseigner de manière plus rapide. Faire des saisies, des incréments automatiques de données, etc. Ensuite, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Panorama, j'aimerais préciser par exemple que sur la partie propriété en haut à droite, vous avez deux types de données. Vous avez la valeur qui va être renseignée de manière concrète et factuelle, par exemple sur le libellé. Le libellé est écrit renseigné de valeur turbine 2, mais vous pouvez lier des propriétés à d'autres propriétés et donc créer un cheminement et un comportement entre les différents objets Panorama. C'est la partie lien que l'on voit sur la partie droite. Par exemple, la propriété power de ma turbine est directement liée à l'équipement alternateur.power. Donc on va récupérer la valeur de la propriété power à ce niveau-là. Et on peut propager les données entre elles pour créer des comportements entre les objets Panorama. Voilà, vous êtes parés pour la présentation de Panorama Studio et de Panoramacom en démonstration. Tout d'abord, l'application donc Panoramacom. Ici, je partage donc mon écran avec une application déjà en partie construite sur l'outil Panorama Studio. On a donc une arborescence sur la partie gauche avec des équipements déjà présents dans la partie télégestion. Ici, je vais faire ma démonstration télégestion. J'ai déjà un groupe de modems. Tout à l'heure, j'avais parlé de pool de modems dans lequel j'ai deux modems avec des communications sur des ports séries particuliers, mais aussi des statistiques de fonctionnement et d'état de ces modems qui reprennent directement le port COM associé à ce modem. Je vais avoir des propriétés qui vont être disponibles, donc aussi bien en configuration, mais on le verra en live lors de la démonstration, comment ces propriétés évoluent. Au niveau de mon application, de mon nœud télégestion, je vais créer un nouvel outil. Acquisition, pardon. Merci Nicolas. En télégestion, je vais par exemple créer un poste local Sofrel que je vais appeler Sofrel. Donc j'ai un nouvel outil qui représente l'automate Sofrel. Je ne vais pas forcément construire de choses dans mon automate Sofrel, je vais importer sa configuration. Donc j'ai une configuration qui vient de l'outil SoftTool, qui est proposé par le constructeur Sofrel pour décrire le contenu d'un automate. Je l'importe et du coup je vais retrouver par exemple des entrées logiques EL et des entrées numériques dans la configuration de mon automate. Mon automate Sofrel, je dois tout de même effectuer une légère configuration sur mon automate Sofrel. Je dois lui préciser qu'il s'agit d'un S500 LACBUS RTU. C'est une information qui n'est apparemment pas présente dans le fichier texte que je viens d'importer. Et je vais spécifier les outils de communication pour lesquels je vais interroger, sur lesquels je vais m'appuyer pour interroger l'état de cet équipement. Donc je peux créer dans l'élément link, eh bien link IP et un élément link modem. Aujourd'hui, on propose jusqu'à 4 connexions par équipement pour aller les piloter. Link IP, ben, tout simplement, je vais aller communiquer au travers d'une adresse IP 214.101. C'est bien ça, Nicolas?
c'est parfait. L'adresse IP, où on peut bien sûr donner le nom de la machine ou le nom et le BIOS de la machine. Et pour le modem, eh bien, je vais m'associer à ma collection de modèles existants, sans donner plus de détails. C'est en fonction de la configuration de mon pool de modem qu'on va privilégier tel ou tel modem pour émettre ou recevoir des appels, par exemple. Le numéro de téléphone, c'est 248. Merci Nicolas, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, pour la configuration de mon automate Sofred pour cette démonstration, on a tout ce qu'il faut. Oui, le numéro de téléphone est un petit peu singulier puisque c'est un numéro de téléphone interne. Vous pouvez imaginer par exemple 01 60 92 34 34 par exemple pour communiquer réellement sur une ligne téléphonique. Là, la ligne est rebouclée en interne chez nous. Voilà, j'enregistre mon application et je la lance. Acquisition qui ne soit pas simulée et je bascule sur cette application actuelle. Et donc pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Panorama Studio, habituellement vous avez Supervis qui s'annonce pour visualiser avec Panorama E2 eh bien, votre supervision. Ici, il n'y a pas de supervision à proprement dite sur la partie consultation. Vous n'avez que des données qui sont publiées au format donc OPC-UA, OPC-DA et éventuellement SNMP. Du coup, je vais utiliser le petit Application Explorer qui va me permettre de consulter toute l'arborescence de mon application Panorama pendant qu'elle fonctionne. C'est un outil qui est déjà bien connu par les personnes qui utilisent Panorama E2. Et je vais pouvoir aller lister, détailler les différentes valeurs, propriétés, plus ou moins détaillées de mes éléments Panorama. Donc, je vais pouvoir, par exemple, prendre cette propriété qui m'intéresse et la mettre dans la liste des propriétés que je souhaite conserver et consulter en permanence. Donc, pour faciliter la chose, j'ai déjà créé un petit contexte qui me permet de lister toutes les propriétés qui m'intéressent pour cette application. Et on va retrouver, je vais pas le mettre en plein écran, les différentes propriétés, donc un petit peu au format OPC, qui m'intéressent. On va retrouver ici, par exemple, des données ici qui ont une date qui n'est pas renseignée. Donc, par défaut, les dates en informatique, si elles ne sont pas renseignées, c'est le 1er janvier 70. Par contre, on va trouver des choses qui commencent à donner des informations sur différents autres éléments. Donc, pour l'instant, je ne suis pas connecté puisque je n'ai pas lancé d'interrogation sur mon équipement Sofred. Je vais lui demander de passer une communication au travers de cette propriété. Je la passe à vrai et du coup, je vais déclencher une communication au format IP avec la liaison courante qu'on vient juste de voir pendant un instant ici sur les autres propriétés. On va forcer l'utilisation de la communication modem, donc en disant, par exemple, mon modem n'est pas disponible, mon adresse IP n'est pas disponible. Je vais forcer, Nicolas, si tu veux bien paramétrer la chose. L'idée, c'est de simuler le fait que la liaison principale, comme étant la liaison IP, est indisponible. Donc, on va déclarer une liaison court, simuler que lorsque je vais demander l'établissement de la communication avec les clients, je ne vais plus passer par la liaison principale, qui est la liaison IP. On voit ici sur les items qui permettent d'informer de l'état actuel de la communication. On est sur la liaison numéro 2, qui a les deux types, donc RTC, voilà, sur le port COM10. Il se trouve que c'est le modem qui a été choisi. Et donc que la communication a été n'est pas encore établie. Voilà, c'est le cas. Là, on voit le flag established qui remonte à vrai. Les durées de communication, du coup, qui est en cours qui s'incrémente. Donc là, c'est au niveau statistique. On peut montrer qu'il y a la durée totale des communications, donc est supérieure à la communication courante. La communication courante se déroule sur la liaison RTC. Tout à l'heure, on a fait une communication qui a été beaucoup plus rapide, du coup, sur une liaison IP. La communication donc, qui était en cours sur la liaison RTC vient donc de s'arrêter. Ça veut dire qu'on a remonté toutes les informations nécessaires de l'automate Sofred, toutes les informations disponibles, et donc elle vient de se terminer. Et donc on n'a pas utilisé la liaison IP
IP, qui était la liaison principale, mais la liaison de secours, voilà, via l'item de contrôle là, qui m'a permis de simuler le fait que la liaison principale était HS. Merci Nicolas pour m'avoir aidé sur cette démonstration. Donc on a vu rapidement la partie télégestion de l'outil Panoramacom avec donc l'apport d'une configuration d'automate Sofrel, la gestion relativement simple d'une communication via des modems, via aussi l'IP. On a forcé donc, on avait un petit peu, je reprends rapidement les informations puisqu'on avait un des petits problèmes de son. On a donc forcé une communication IP, puis forcé une communication RTC. On a pu donc illustrer les différents outils de communication. On a vu rapidement aussi quelques statistiques qui sont disponibles dans la partie supervision des communications. Et donc on a illustré globalement les différentes fonctionnalités disponibles dans l'outil télégestion, dans la partie télégestion de l'outil Panoramacom. Je voudrais donc arrêter cette application et faire une petite illustration concernant la partie BACnet. Je vais donner un autre petit répertoire ici dans lequel on va importer une configuration BACnet. Pour ce faire, je vais devoir fermer cette application. Import BACnet. Je suis bien dans l'application. Je vais aller chercher l'unité fonctionnelle BACnet et je vais découvrir les équipements qui sont présents sur mon réseau. Donc là, je deviens équipement moi-même, je deviens équipement BACnet, mon application, mon import d'application Panorama devient BACnet. Et je peux, à travers cet outil, je ne donnerai pas forcément trop de détails, modifier un petit peu comment vont être importés les différents éléments en fonction du type de données, en fonction du type d'équipement, en fonction de la nature des objets que je souhaite remonter, etc. Donc là, de manière simple, on va importer les 111 éléments présents dans l'automate. Donc je pourrais aussi bien aller lire un fichier EDE, on a des petits détails ici qui sont disponibles. Là, j'ai préféré aller directement interroger l'automate qui est présent sur le réseau. Du coup, mon application va être équipée à présent d'un équipement BACnet avec tous les détails liés à la configuration de cet automate. Je ne connais pas forcément exactement la structure des données qui sont à l'intérieur, mais on va retrouver des données, par exemple, la valeur present value de différents éléments. Bien. Je vous ai aussi illustré, je ne vous ai pas aussi parlé de fonctionnalités complémentaires gravitant autour des fonctionnalités déjà existantes depuis Panorama E2. Je peux créer par exemple un programme horaire réel. Prog. Donc c'est des fonctionnalités supplémentaires qui me permettent par exemple de planifier en fonction des jours de la semaine et éventuellement d'exceptions, qui vont être, je ne sais pas, Noël, Nouvel An, ce genre de choses, le 1er mai, des comportements de cet objet qui va par exemple publier la valeur 0 par défaut, 50 ici, et je vais placer, nous sommes jeudi, le jeudi de 3h à 22h, 23h, je vais envoyer la valeur 50. Comment fonctionne cet objet? Un petit peu comme tous les objets dans Panorama, j'ai une present value ici, la propriété là, qui va, en fonction de la date et de l'heure qu'il est, changer de valeur, donc de passer de 0 à 50, comme je l'ai précisé dans mon outil. Et finalement, on peut mixer toutes ces informations, par exemple, dans un calcul de valeur réelle, qui peuvent provenir aussi bien de calculs internes, de ma programmation horaire, de mon équipement BACnet et de mon équipement Sofrel, par exemple. De manière très simple, on va aller paramétrer la formule du calcul, donc c'est une formule mathématique. On a plein de fonctionnalités différentes. Je vais faire des choses relativement simples. Je vais prendre la valeur du programme horaire en temps réel. Je vais, par exemple, additionner une valeur provenant de mon automate, BACnet, present value, voilà. Et je vais ajouter une information de provenance de mon Sofrel. Par exemple. C'est très stupide comme construction, mais c'est juste pour illustrer le fonctionnement de l'outil. Et ainsi, j'ai une donnée qui sera disponible
au travers de mon serveur OPC UAHA ou voire SNMP si je veux la publier au format SNMP, qui sera donc la concaténation de ces trois valeurs, la somme, qui sera directement disponible dans calc.value. Voilà, on a fait à peu près le tour sur la présentation des fonctionnalités de Panorama Com. Toujours dans l'outil Panorama Studio, l'outil permet donc de créer des applications Panorama Historian. Donc quand vous créez une nouvelle application ou lorsque vous allez dans les propriétés de votre application, vous pouvez définir le type d'application et donc les objets qui vont être liés à ce type d'application pour construire vos applications. Vous pouvez changer bien sûr en cours de route. On peut même imaginer avoir des composants qui sont globaux, qui utilisent toutes les fonctionnalités de tous les produits et qui seront restreints lors d'une utilisation dans certaines applications. Donc, ma construction, on a parlé d'arborescence tout à l'heure, d'identification de données pour Panorama Historian. Comment on va construire ce genre d'informations? Eh bien, sachez que pour Panorama Historian, vous pouvez donc définir un outil d'export de données qui va présenter une arborescence qui va vous permettre donc de faire l'identification de votre donnée Panorama Historian qui sera transmise au serveur Historian pour la classification de vos informations historisées. Donc ici, par exemple, je reprécise à nouveau que cet outil d'export utilise un web service, donc il peut être aussi bien local que distant, voire même au travers Internet pour pouvoir effectuer des envois de données. Et ainsi, une arborescence que j'ai ici construite à la main, avec des détails de propriétés liées à chaque nœud de mon arborescence, qui sont reprises en tant que libellé pour chacune des propriétés d'export de mon arborescence. Et si parfois je ne donne pas de valeur, eh bien sachez que la valeur par défaut, c'est le nom de l'objet lui-même. Donc ici, je vais créer des données sous l'arborescence bâtiment 1, CTA Nord et Ouest, puisque le nom de l'objet n'est pas précisé. Le groupe de l'objet, pardon, n'est pas précisé. En dessous, j'ai donné un certain nombre de données qui sont à peu près les données qui sont habituellement utilisées dans les applications Panorama H2, avec un export au format binaire, un format de chaîne, un compteur, un numérique et une date. C'est à peu près toutes les possibilités qu'on vous propose. Et pour chaque élément, je vais avoir des détails. Je peux donner une valeur particulière. Si je ne renseigne pas de valeur particulière pour l'identifier de la donnée, ce sera le nom de la donnée elle-même, donc ici binaire. J'ai un lien qui va aller chercher une donnée au format OPC directement au travers de mon client, directement sur le serveur OPC. Donc je peux, par exemple, renseigner un qui n'est pas encore donné, par exemple ici numérique. Donc, mon serveur OPC ici est simulé, donc je n'ai pas de données particulières à aller chercher. Et je vais, de manière absolue, aller chercher des données. Donc c'est le format standard de lien OPC pour aller chercher des données extérieures à Panorama. Mon serveur m'a donné, par exemple. Je vais aller que lire des données. Je ne peux pas les écrire dans les données de serveur OPC acquis. Et donc, j'ai un cheminement ici qui s'est construit. J'ai donné l'identification de ma donnée dans mon application Panorama H2. Je vais aller chercher l'information, l'acquisition de ma donnée au travers ici d'un client OPC. Je peux préciser des libellés, etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les traitements que je vais associer à cette valeur donc numérique. Cette valeur numérique, je vais par exemple chercher à l'historiser. Donc, tout changement d'état va être enregistré dans la base de données. Je vais lui demander de faire des statistiques donc pour des données numériques. Je vais avoir la valeur la plus éloignée de la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type, etc. dans la base Panorama Historian. Et la valeur courante, ou de manière plus pragmatique, la dernière valeur reçue par le serveur Historian, pour pouvoir avoir une idée de la dernière communication ou le dernier changement d'état, ou présenter au travers d'un petit portail et bien des données en provenance, par exemple, de la base de données SQL. Donc là, c'est la manière simple de créer une application Panorama Historian. Si vous avez jusqu'à une centaine, 200 items à acquérir, vous pouvez construire cette application à la main. Maintenant, il existe une deuxième manière, c'est d'utiliser des composants Panorama pour faciliter l'identification et la catégorisation et les traitements associés à chacune des données qui vont être acquises. C'est de construire, par exemple ici, une ferme d'éoliennes qui est composée ici de quatre éoliennes différentes. Chaque éolienne a une structure particulière. Toutes les éoliennes ont la même structure, qui reprend une structure avec un alternateur, un anémomètre, etc. Je vais retrouver ce modèle ici que j'ai construit
qui est bien sûr totalement modifiable et flexible, avec un composant principal qui est constitué de sous-composants, alternateurs, que l'on va retrouver ici en tant que modèle, et qui sont constitués eux-mêmes d'acquisition de données séparées, avec, je l'avais présenté tout à l'heure rapidement, des possibilités de renseignement automatique de propriété pour faciliter la construction de ces composants et leur exploitation. Donc je vais chercher par exemple comme identifiant historienne le nom de la ferme à laquelle est reliée cette éolienne. Du coup, il suffit juste de renseigner le nom de la ferme ici, et je vais avoir dans toutes les données qui vont être transmises, l'identification ici structurée de la manière que je l'aurais paramétré dans mon composant. Pareil pour effectuer des traitements statistiques, historiques, etc. sur les différents éléments. Je les définis au niveau de mon composant. Si je modifie mon composant, tous les éléments qui s'appuient sur ce composant vont être modifiés en conséquence. Ça me permet de construire beaucoup plus facilement des applications de supervision temps différé, comme on pourrait l'appeler dans Panorama Historian. De la même manière que Panorama.com, je peux construire par exemple une donnée qui va être différente pour cette j'avais illustré pour la version 4 de mon éolienne. Pour l'éolienne numéro 4, je vais définir par exemple une particularité de mon rotor, parce que mon rotor me renvoie une valeur qui n'est pas normalisée, parce que j'ai une éolienne qui n'est pas exactement du même modèle que les autres éoliennes. Au lieu d'utiliser la valeur fournie par le serveur OPC, je vais calculer une valeur intermédiaire, parce que la donnée est en radians et je souhaite avoir une donnée en degrés. Je peux construire au travers d'un calcul panorama une mise à l'échelle de la donnée acquise, d'accord, que je vais pouvoir renvoyer au travers de la valeur de mon calcul à ma base de données Historian. Donc ce calcul est fait en amont de l'envoi dans la base de données. On peut bien sûr imaginer faire des calculs a posteriori en retour en consultant cette base de données. En plus donc des traitements d'historisation et de calculs statistiques qu'on a dans cette base. On a à peu près toutes les mixités possibles et imaginables dans Panorama Historian. Une fois que les données sont envoyées à Panorama Historian, je vais me connecter à un serveur de rapport que j'avais présenté tout à l'heure. Donc c'est l'outil Reporting Services de Microsoft. J'ai une gestion d'utilisateurs, j'ai une gestion arborescente des différents rapports. Je peux modifier, gérer, télécharger, etc. Changer les droits d'accès à tous mes rapports. Et nous proposons dans l'installation de Panorama Historian un certain nombre de rapports que l'on va pouvoir explorer au travers d'un rapport sommaire qui présente un petit peu toutes les données qui sont disponibles et tous les rapports qui sont disponibles sur ce serveur. Sachez aussi qu'il existe un outil de synchronisation entre des fichiers de rapports sur le serveur physique et sur le serveur de rapport. Si bien que si vous modifiez ou mettez à jour ou remplacez un fichier dans l'arborescence de Windows, il sera automatiquement mis à jour sur le serveur de rapport. Bien, donc ce premier rapport nous permet d'illustrer différentes thématiques au travers de statistiques sur des temps de fonctionnement. Donc, on va avoir des calculs de bilan basés sur des valeurs booléennes, des bilans sur la moyenne horaire, donc des bilans sur des données de type analogique, aux valeurs réelles, et des données de type consommation, donc qui vont être liées à des données de type compteur. On va regarder rapidement les données qui sont disponibles dans mon serveur Panorama H2. J'ai essayé de simuler des données qui sont en lien avec une des éoliennes que j'ai illustrées précédemment dans mon application Panorama Studio. Donc, je vais retrouver des catégories, des identifiants, des noms et bien sûr des traitements qui sont associés à ces mesures. Donc j'ai par exemple ici des mesures numériques. J'ai demandé à ce qu'il soit fait un traitement statistique. Et ici des mesures analogiques, booléennes, sur lesquelles j'ai demandé de faire des statistiques booléennes. Donc on va voir que les données et les rapports qui concernent chacune de ces mesures vont transparaître de manière différente au travers des rapports. Au-delà de ça, j'ai aussi ajouté des compteurs qui ne sont pas dans l'application que je vous ai illustrée précédemment, qui me permettront d'illustrer rapidement
un contenu dans les différents rapports, dans le rapport sur les statistiques de comptage. On peut avoir bien sûr des liens entre les différents rapports et du coup ne plus forcément s'appuyer sur l'arborescence proposée par le serveur de rapport. Et directement aller chercher d'autres rapports via des liens hypertextes comme vous avez dans des pages web habituelles. Je vais vous présenter donc des différents rapports avec des représentations. L'idée c'est de vous présenter rapidement un petit peu les différents synoptiques que vous pourriez avoir dans les rapports. L'outil permet bien sûr de construire ses propres rapports et de les illustrer. J'ai un petit souci avec mon Webex qui m'interdit. Voilà. Je voudrais afficher donc les paramètres de mon rapport. Ici, j'ai un rapport qui s'est exécuté mais qui ne permet pas d'afficher de données particulières car la plage de données par défaut ne contient pas de valeur. Donc, je redemande l'exécution avec une plage plus longue et du coup, je vais avoir des données qui vont apparaître dans mon rapport. Ici, j'ai une répartition de temps de fonctionnement. Donc, ça peut être des temps de fonctionnement, mais on peut imaginer que sur des valeurs binaires, c'est des durées de panne, ça peut être des présences d'alarme, etc. On peut imaginer plein de choses. J'ai mon curseur lorsque je survole chacune des parties de mon graphique, de mon camembert ici, qui change et qui me permet d'accéder à un autre rapport en lui envoyant des paramètres similaires, par exemple du 10 mars au 17 mars, en consultant uniquement la valeur on global, par exemple. Donc, qui est le temps de fonctionnement ici dans l'illustration que j'ai passée dans l'application Historian, le temps de fonctionnement d'une turbine. Donc j'ai une évolution entre le 10 et le 17 mars du temps de fonctionnement de mon éolien. C'est des données qui sont complètement aléatoires, bien sûr. J'ai à nouveau un lien qui permet de réexécuter ce même rapport en recentrant, pour voir l'évolution à plus ou moins 12 heures autour de ce point, en recentrant la mesure autour de ce graphique sur donc apparemment 20 heures. Et donc je peux aller investiguer, rechercher des dysfonctionnements dans l'état de mes mesures au travers d'une vision macroscopique de mon installation, ou chercher à expliquer un dysfonctionnement en remontant des informations, en faisant des recherches au travers des différents rapports. On a d'autres types de représentations. Donc on a eu des camemberts, des histogrammes. On a aussi des tableaux qui permettent... J'ai toujours ce petit détail sur le détail des données. On est du 6 au 10. Je peux refiltrer donc, sur des informations supplémentaires. C'est le champ catégorie qui est paramétré dans l'application Panorama Studio ou sur des libellés en particulier. Ça permet d'aller chercher des parties d'informations. C'est ce que j'avais présenté tout à l'heure dans le PowerPoint. Sur la partie catégorisation, on va retrouver des données au format dans des rapports plutôt orientés maintenance ou dans des rapports plutôt orientés électricité ou consommation, production, etc. On va très simplement exporter ces données, par exemple en format Excel. Je peux aussi paramétrer le serveur de rapport pour qu'il m'envoie de manière régulière, par exemple, ce rapport-là avec des paramètres particuliers au format Excel dans ma boîte mail. Du coup, j'ouvre directement ce rapport dans Excel et je vois les données qui apparaissent. Et donc, je peux utiliser d'autres outils que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser avec des macros VBA, des choses plus ou moins spécifiques et sophistiquées dans vos applications Excel qui permettent de refaire des traitements par-dessus ces rapports exportés. On peut avoir bien sûr plusieurs graphiques sur un même rapport, qui est présenté ici dans la synthèse mensuelle, avec des répartitions par catégorie, bâtiment A, bâtiment B, des valeurs brutes, des mesures brutes, mais aussi des valeurs par exemple en proportionnel pour essayer de voir un petit peu l'évolution au cours des jours de la disparité entre bâtiment A et le bâtiment B. On peut aussi avoir bien sûr des courbes liées au temps avec des représentations graphiques plus ou moins sophistiquées. Voilà pour la présentation des fonctionnalités Panorama H2. Donc, je reviens très rapidement au PowerPoint, ou peut-être pas, vu le temps que nous avons passé, je vais passer directement à la conclusion et surtout à vos questions. Donc en résumé, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle offre Panoramacom E2 H2 basée sur une suite Panorama qui s'appuie sur les mêmes outils de développement.
que vous pouvez combiner pour pouvoir exploiter pleinement les fonctionnalités conjointes de 1, 2 ou 3 outils. Ce sont des fonctionnalités aujourd'hui qui ont été reprises d'existantes, par exemple Panorama PLM, Panorama E2 et IT. Les fonctionnalités ont été redistribuées pour rendre la fonctionnalité Panoramacom complètement autonome de Panorama E2. De même pour Panorama H2. Aujourd'hui, Panoramacom et Panorama H2 sont des produits autonomes. Je rappelle donc que vous retrouvez toute la philosophie de Panorama E2 dans ces nouveaux produits. Et donc, je vous invite à poser vos questions aujourd'hui. Par exemple, concernant H2, peut-on intégrer des fichiers d'archives venant d'autres systèmes que Panorama E2 ou Panorama P2? Nous avons aujourd'hui des fonctionnalités, par exemple, de script ou de classe utilisateur dans Panorama E2, H2 et COM, qui vous permettent de construire des comportements assez particuliers. Donc, on peut imaginer, par exemple, au travers d'un script, d'aller ouvrir un fichier CSV en provenance d'un autre système sur un PC, sur un serveur, d'interpréter le contenu de ce fichier et de piloter l'écriture sur les propriétés Panorama internes et donc ensuite pouvoir exploiter l'export Panorama H2 ou la publication de données de Panoramacom. Les écrans déjà configurés pour la supervision dans Panorama E2 sont-ils récupérables dans le client léger HTML5 ou peut-on configurer des écrans spécifiques pour les clients légers HTML5? Alors, les clients web dans Panorama E2 permettent de se connecter directement à l'interface de supervision supervise avec tous les avantages et les inconvénients qu'on peut y percevoir. Vous avez la plupart du temps des applications qui sont liées à une surface d'écran et à une utilisation clavier souris. Donc si vous cherchez à vous connecter directement sur cette application via par exemple un smartphone de 5 pouces de diagonale, vous aurez peut-être des difficultés pour pouvoir piloter votre installation. Donc, vous pouvez aussi développer des vues spécifiques ou reprendre certaines parties des vues dans un autre contexte d'exploitation, pour donner le terme exact de l'objet qui va être utilisé, pour avoir des synoptiques qui sont peut-être plus dimensionnés à l'utilisation sur des supports plus petits. Peut-on produire des rapports à partir d'une alarme ou d'une exception sur des données? Eh bien, je pense que oui. De la même manière que pour l'intégration d'archives externes, je pense qu'à travers un script Panorama, on peut piloter la publication d'un rapport sur le serveur Reporting Services pour, eh bien, par exemple, avoir une alarme qui apparaît, déclenche le script et déclenche la publication, par exemple, d'un rapport. Je pense que c'est faisable. Pour H2, l'explorateur est forcément Internet Explorer. Non, pas forcément. C'est ce qu'il y a de plus compatible, on va dire. Moi, personnellement, j'utilise Firefox et ça fonctionne quasiment à la perfection. Doit-on avoir des projets différents suivant les 3 logiciels? Pas forcément. Aujourd'hui, les 3 logiciels peuvent fonctionner de manière indépendante. Donc, je vais créer une application comme on l'a fait là dans notre démo, une application Panoramacom, et je vais utiliser que des objets qui sont disponibles pour Panoramacom. Si je crée une application H2, je vais avoir que des objets disponibles pour Panorama H2. Je peux créer, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai toujours mon partage d'écran, je peux créer une application. Qui présente des fonctionnalités de Panorama Com et de Panorama H2, par exemple. Et du coup, je vais avoir tous les objets et les fonctionnalités liés à Panorama Com et à Panorama H2. Par contre, la contrainte, c'est que c'est une seule application. Donc, cette application sera forcément sur une même machine. Avez-vous des éléments de volumétrie de performance de la solution H2? Aujourd'hui, on dit ouvertement que l'on supporte des performances d'écriture et d'alimentation d'un serveur Panorama Historian pouvant atteindre 20 000 enregistrements par seconde. On a des dimensionnements aujourd'hui de licences qui vont jusqu'à 100 000 items Panorama Historian. Sur des applications plus spécifiques avec des utilisations particulières, par exemple si votre serveur Historian est sur la même machine que l'acquisition Historian, vous n'avez pas à utiliser de support réseau pour la communication entre les deux, vous allez avoir des performances plus élevées. On a déjà eu des installations où cette performance était plus que double. Peut-on accéder aux données H2 depuis d'autres bases SQL et inversement? Eh bien, la donnée
mise en place dans un serveur Panorama H2, c'est du SQL Server. La donnée est consultable dans la base de données, il n'y a pas de restriction particulière. Vous pouvez construire, par exemple, j'ai déjà fait des requêtes qui lient plusieurs bases de données entre elles, ou voir plusieurs PC, plusieurs bases sur des PC différents entre elles. C'est des fonctionnalités, c'est rendu possible et limité par les fonctionnalités des bases SQL Server. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions. Il est juste midi, donc je vais libérer. Si vous n'avez pas eu de réponse à votre question, je reviens vers vous par mail. N'hésitez pas à me relancer si j'ai fait défaut. Je remercie Nicolas pour sa présence, pour sa participation aussi à l'élaboration de ce web séminaire. Je remercie aussi Cyril Roland et Kim Touté qui ont beaucoup travaillé et investigué sur le projet et qui travaillent dans l'ombre. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et une très bonne Saint-Patrick. À très bientôt. Merci.